les personnes noires à travers le monde. Pourquoi sommes-nous si souvent méprisés? Peu importe où nous allons. Je dis souvent qu'il semble qu'un mémo ait été envoyé, disant « Peu importe où vous êtes, si vous n'êtes pas une personne noire et que vous voyez une personne noire, vous êtes automatiquement supérieur à elle et vous avez le droit de la manquer de respect. » Ce mémo n'a épargné personne. Il a été envoyé aux non-noirs. Mais voici le véritable choc. Il a également été adressé à nous, les Noirs, nous disant implicitement d'accepter que nous sommes inférieurs, que nous devons automatiquement adopter une position inférieure. Et je dois vous avouer quelque chose, qui est devenu une prise de conscience pour moi. C'est là où je ressens une profonde tristesse, en essayant de comprendre comment cela a pu arriver, être intégré, et simplement accepté par tant de personnes. Alors, maintenant, nous sommes en pilotage automatique. C'est presque comme si nous subissions une mutation génétique. Nous n'avons même plus besoin qu'on nous le dise. Nous transmettons cela à nos enfants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Parmi toutes les couleurs, ce sont le noir et le blanc qui ont été choisis. Suivez-moi sur ce point. Quand vous prenez la couleur blanche, elle est associée à Jésus-Christ. Vous vous associez aux anges, à la pureté, à tout ce qui est merveilleux et désirable. Et puis, vous prenez une couleur qui n'est même pas blanche et vous dites que vous êtes blanc. Ensuite, vous associez une autre couleur au diable, à tout ce qui est indésirable et sans fin. Je n'ai jamais vu un braqueur de banque porter un masque blanc. Tous les méchants dans les films sont noirs. Tout ce qui est indésirable est noir. Puis, vous prenez une autre race qui n'est même pas noire et vous dites, vous êtes noir. Pendant que nous, les mères noires, essayons d'élever nos enfants dans nos propres foyers, aussi fort que nous essayons de leur dire qu'ils sont noirs et beaux, devinez quoi? Dès qu'ils franchissent la porte, les messages sont totalement différents. Un barrage de messages subliminaux leur disant que ce qu'ils représentent est horrible. Comment lutter contre cela? Comment dire à ma petite fille qu'elle est noire et belle, alors que le monde lui dit le contraire? Les voix qui résonnent autour de sa noirceur comme un symbole de tout ce qui est indésirable sont bien plus fortes que celles de nous, mères noires. Même quand nous nous unissons, nous ne pouvons jamais étouffer ces messages subliminaux. Ils ont tous été conçus ainsi. Permettez-moi de vous ramener au début. Certainement pour l'Afrique, votre continent. Parce qu'aujourd'hui, alors que nous nous réunissons, alors que nous essayons de mettre en place des stratégies et de créer des liens entre les Africains de la diaspora et ceux du continent, nous devons comprendre comment nous en sommes arrivés là. Et pour l'Afrique, cela commence avec cette décision monumentale. Lorsque les colonisateurs se sont réunis à Berlin en 1884. Et laissez-moi vous dire qu'avant 1884, ils venaient en Afrique de manière désorganisée. Ils ont commencé par l'esclavage. Puis, lorsqu'ils ont estimé qu'ils avaient besoin des esclaves sur le continent, ils ont dit « Nous ne croyons plus au commerce des esclaves, arrêtons-nous ». En réalité, c'était juste une autre manière de dire que la main-d'œuvre était nécessaire sur le continent. Gardons les singes sur le continent afin de pouvoir continuer à l'exploiter. En 1884, ils se sont réunis à Berlin pour s'organiser, afin de pouvoir exploiter les singes de manière plus efficace. Ils ne se sont pas réunis à Berlin pour s'assurer que l'Afrique progresse. Non. Je sais. Laissez-moi répéter. Les colonisateurs ont agi de la sorte pour s'assurer que les jeunes Africains, l'Afrique et ses enfants, non seulement sur le continent, seraient à jamais défaits et dominés. Cela remonte à 125 ans. La manière dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont pris la carte de l'Afrique pendant que les Africains dormaient, occupés à leurs affaires, et ont commencé à découper votre continent en ces petits pays que nous voyons aujourd'hui. Plus le royaume était grand et puissant, plus de pays en sont sortis. Non seulement plus de pays, mais ces pays ont été donnés à différents colonisateurs parlant des langues différentes. Laissez-moi vous ramener à la réalité un instant. D'abord, imaginez que vous conduisez depuis la Zambie, parlant simplement anglais.
Puis, vous arrivez en Angola, parlant portugais, ensuite la RDC, en français, la Guinée équatoriale, en espagnol, le Cameroun du Sud, en français, et au nord du Cameroun, non, au sud du Cameroun, en anglais. Vous êtes maintenant au Nigeria, en anglais. Hello. Ce sont les mêmes personnes qu'avant 1884. Nous étions des royaumes puissants, étonnants, avec des systèmes éducatifs et religieux bien établis. Mais on nous a dit que nous n'avions pas de civilisation. Nous étions civilisés, eux étaient des démons. Les incivilisés, c'étaient eux. Ils ont cherché à tout prendre et à effacer la civilisation africaine. Jusqu'à aujourd'hui, ils refusent toujours de rendre ces reliques. Si ces reliques n'étaient pas si précieuses, pourquoi les gardent-ils? Et pourtant, bien avant eux dans notre civilisation, ils ont cherché à nous détruire. Lors de la conférence de Berlin, ils ont mis leur nom sur nos terres. Ils ont donné à Djibouti la même souveraineté que celle des États-Unis. Ils ont donné à Burundi la même souveraineté que celle de la Chine. Ils ont donné à Togo. Voyez-vous, l'UE a compris que ces petits pays individuels ne pouvaient pas survivre sur la scène mondiale. Alors, ils se sont réunis en tant qu'Union européenne. Maintenant, imaginez cela. Ils ont découpé l'Afrique en petits pays. Des économies minuscules qui ne pourraient jamais survivre seules, mais ils leur ont accordé la même souveraineté que les grandes puissances. Ainsi, lorsque les petits pays se retrouvent sur la scène mondiale pour discuter de développement et de commerce, on les met dans le même ring de boxe que les poids lourds. Comment peut-on mettre la Chine dans le même ring que les Swatini? Les Swatini comptent 1,2 million de personnes. La Chine en compte 1,4 milliard. Et on les place sur la même scène en leur disant « Allez négocier ». Êtes-vous avec moi? C'est de la folie pure. Alors comment avons-nous permis que ce carnage continue? Quand les Swatini essaient de se battre dans le même ring avec la Chine, les Swatini s'effondrent avant même de monter sur scène. Le monde regarde et se dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Pourquoi ne pouvez-vous pas prendre soin de votre peuple ?» Lorsque la Chine entre en jeu et dit à les Swatini « Donne-moi toutes tes ressources » et que les Swatini refusent, ils vont simplement à côté et donnent à un autre pays $1 supplémentaire. Et si le Soudan ne l'accepte pas, ils vont simplement à Togo ou en République centrafricaine. Tout cela était conçu depuis 1884. Ils ont fait autre chose. En plus de nous diviser, ils ont aussi cherché à faire croire aux Africains que tout ce qui est africain est mauvais et indésirable, tandis que tout ce qui est occidental, en particulier français et britannique, est plus désirable. On appellerait cela l'héritage de la colonisation. Avant cela, ils avaient mis en place un système de travail sur les esclaves qui les a amenés à penser que tout ce qui les concernait, tout ce qui venait d'Afrique, était horrible. Les gens mouraient de maladies, étaient constamment en guerre entre eux. Ils étaient considérés comme incivilisés. Il fallait les isoler et leur dire ce qu'ils devaient croire. Et on appelle cela l'héritage de l'esclavage. Donc, si l'on regarde où nous en sommes aujourd'hui, 175 ans plus tard, un système a été mis en place pour garantir que les enfants africains soient éternellement vaincus, que les Africains soient à jamais exclus. Ce système reste en place, vivant et bien portant. Et ici, nous nous demandons pourquoi l'Afrique ne progresse-t-elle pas? Pourquoi l'Afrique continue-t-elle à être exploitée? Eh bien, je vais vous dire pourquoi très simplement. Tant que l'Afrique ne se réunit pas en tant que continent, parlant d'une seule voix, avec une seule conscience et un seul peuple, rien, et je répète, rien ne changera.
En tant que petit pays africain individuel, nous voulons être des poids-plumes. Nous n'y arriverons jamais en nous battant contre les poids lourds. Nous devons parler d'une seule voix. Et c'est exactement ce que nos dirigeants panafricains voulaient nous voir se réaliser en 1963, lorsqu'ils se sont réunis à Addis Abeba, en Éthiopie. Ils ont clairement affirmé que l'Afrique appartient aux Africains, à la maison comme à l'étranger, et que l'Union africaine devait être l'unité du continent. L'Afrique doit parler d'une seule voix. C'est la seule manière pour l'Afrique de prendre sa place légitime sur la scène mondiale. Malheureusement, lorsqu'ils se sont rendus à Addis Abeba en 1963, ils étaient divisés. Nous avions deux factions, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Le groupe de Casablanca prônait l'Afrique pour les Africains, à la maison comme à l'étranger, et l'Union africaine. Ce groupe comprenait le Ghana, la Guinée, le Mali, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Il ne comptait que 7 pays sur les 25 ou 30 qui ont participé, tandis que le groupe de Monrovia en comptait davantage. Puis, quand les nationalistes ont dit « Allons-y », on a attendu. Et ce mouvement panafricain a pris 40, 55 ans de plus. Et encore cette année, en 56, nous avançons lentement. Ce n'était même pas suffisant d'être divisés en ces petits pays que nous sommes aujourd'hui. Le cadeau que la conférence de Berlin nous a offert. Une autre chose que la France a faite entre 1958 et 1961, au nom de nous accorder notre indépendance en tant que pays africain, c'est qu'elle a imposé son contrôle sur les pays francophones. Et je déteste cette terminologie. Il n'existe pas de distinction réelle entre francophones et anglophones. Ils ont inventé ces termes. Mais, pour des raisons de communication, je vais utiliser cette terminologie. 14 de ces pays ont été obligés de signer un document pour obtenir leur indépendance de la France. Vous trouverez un meilleur nom pour ce document. Il s'appelait le Pacte de la continuité. J'ai lu le document pour la continuation de la colonisation. Nous parlons de vous accorder l'indépendance. En signant ce pacte pour la continuation de la colonisation sous une forme différente. Et je vais souligner certains des points qu'ils ont exigés que vous acceptiez si vous vouliez être indépendant. Peut-être devons-nous redéfinir la signification de l'indépendance pour les Français. Les Français disent que vous ne savez pas gérer votre argent. Nous allons donc exiger que vous déposiez 85% de vos réserves bancaires auprès du ministère français des Finances, sous le contrôle de la Banque centrale française, sous le contrôle du ministre français des Finances. La France va ensuite prendre vos dépôts bancaires de 85% de chacun de vos pays et les investir dans la même bourse sous le nom français. Vous pourrez ou non récupérer ces fonds, mais sachez ceci, il existe un dicton disant que pour chaque 14 milliards que la France investit dans la bourse avec de l'argent africain, ils réalisent un retour d'environ 300 milliards chaque année, année après année, grâce à ces dépôts des pays africains. La France retire actuellement de l'Afrique environ 500 milliards de dollars. En plus des 14 milliards investis. Les rendements sur ces investissements atteignent 300 milliards et la France retire au total plus de 500 milliards. En réalité, la France retire des trillions de dollars de l'Afrique chaque année, année après année, des pays africains pauvres. Retournant cet argent dans les banques françaises. Si un pays souhaite accéder à l'argent qu'il a déposé en France, il doit soumettre ses bilans financiers. Et si cela est approuvé, il peut obtenir l'argent sous forme de prêt. Cependant, il ne peut accéder qu'à 20% de son argent en tant que prêt, et ce, à des taux d'intérêt commerciaux, pour de l'argent qui lui appartient.
Ce n'est pas tout. France et ses entreprises ont le droit de priorité sur toutes les ressources naturelles, qu'elles soient déjà découvertes ou non, y compris les minéraux et le pétrole. Si les entreprises françaises n'en veulent pas, alors le peuple africain pourrait y avoir accès. Jusqu'à ce jour. Ils disent que vous ne devez utiliser qu'une monnaie que nous avons créée pour vous, car vous êtes des Africains spéciaux. Nous l'appelons le CFA. C'est la monnaie de la communauté financière africaine, utilisée dans les États d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et la France est la seule à pouvoir l'imprimer pour vous. En 1958, cela a été décidé. Et si nous avançons dans le temps, ils continuent toujours à l'imprimer pour nous. Et si vous osez mal vous comporter, ils arrêtent simplement d'imprimer votre monnaie. Et votre pays est en difficulté. Ils ont également stipulé que la langue d'instruction dans votre pays devait être le français, que vous le vouliez ou non. La France doit maintenir une présence militaire dans votre pays. Votre armée ne peut être formée que par la France. Et vous ne pouvez acheter du matériel militaire qu'à la France. De plus, il est interdit d'établir une alliance militaire avec vos voisins. Et en plus, votre allégeance ne doit être qu'envers la France. De plus, comme ils maintiennent une présence militaire dans votre pays, ils peuvent vous envahir sans préavis s'ils estiment que les intérêts de la France dans votre pays sont menacés. Ces systèmes, parce qu'ils sont efficaces, continuent de fonctionner. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. Les mêmes personnes qui ont l'audace de nous dire que nous sommes des pays pauvres prennent des milliers de milliards d'Afrique, chaque année, sans exception. Et que font les Africains? Comme des hommes noirs obéissants et programmés. Nous continuons simplement à donner. Nous connaissons les faits, mais nous ne faisons rien à ce sujet. Il faut dire que certains de ces faits sont bien réels. C'est la France qui fournit les équipements militaires. C'est la France qui forme vos forces armées. Mais c'est aussi cette même France qui maintient des troupes sur votre territoire. Ces troupes peuvent intervenir sans préavis, sous prétexte de protéger les intérêts français. Elles peuvent déstabiliser votre pays. Et alors, pourquoi les dirigeants africains n'ont-ils rien fait face à cette situation déplorable? Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, qu'ils ont essayé. Mais jusqu'à ce jour, plus de 22 dirigeants africains ont été assassinés pour avoir osé contester ce système. Et la France a joué un rôle dans ces assassinats. Les 7 premiers ont été éliminés lorsqu'ils ont décidé de se retirer du CFA. Et ensuite, ces dirigeants africains, qui tentaient d'imprimer leur propre monnaie, ont été assassinés. Chaque fois qu'un leader africain essayait de faire ce qu'il y avait de mieux pour son pays, il était éliminé. La majorité de ces assassinats ont été facilités ou directement orchestrés par la France. C'est un fait bien connu. Pour d'autres, il s'agissait de mercenaires motivés par des intérêts étrangers. Lorsqu'une ressource naturelle était découverte dans un pays africain, ils cherchaient à provoquer un coup d'État pour déstabiliser le gouvernement en place et prendre le contrôle de cette richesse. Ainsi, lorsque le pays est plongé dans une guerre civile, ses ressources naturelles sont siphonnées. Nous connaissons une histoire particulière qui, si elle n'avait pas été révélée, aurait été perçue comme un autre épisode où les Africains sont blâmés. Il y a environ 25 ans, un groupe de jeunes blancs riches s'amusait à Cape Town, en Afrique du Sud. Ils ont découvert qu'un gisement de pétrole venait d'être trouvé en Guinée. Ils voulaient s'en emparer. L'idée était que pendant que les Guinéens seraient occupés à se battre dans une guerre civile, ils pourraient siphonner le pétrole. Cependant, ils ont commis une erreur. Il y avait 2 volets à leur plan. Un groupe devait partir d'Afrique du Sud, faire une escale au Zimbabwe pour récupérer plus de munitions, puis poursuivre leur route vers la Guinée équatoriale. 2. Pendant ce temps, un avion transportant une marionnette de la diaspora, désigné pour devenir le futur président du pays, devait décoller des Caraïbes. Robert Mugabe s'est interrogé sur la raison pour laquelle de si jeunes individus auraient besoin d'armes aussi puissantes pour soi-disant chasser en Guinée équatoriale. En approfondissant ses recherches, il a découvert qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État en préparation. Mugabe a autorisé leur avion à atterrir au Zimbabwe pour charger les munitions. Cependant, juste avant leur décollage, toute l'équipe a été arrêtée. Le cerveau de cette opération n'était autre que le fils de l'ancienne première ministre du Royaume-Uni, Margaret
Margaret Thatcher, elle a dû se rendre au Zimbabwe et payer une somme conséquente pour obtenir la libération de son fils. Le dernier des prisonniers impliqués dans cette affaire a quitté le Zimbabwe il y a environ 6 ou 7 ans. Si ces jeunes avaient réussi, cela aurait été un autre coup d'État et on aurait encore entendu la rengaine habituelle. Voilà encore les Africains. Mes frères et sœurs, c'est l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, ils ne fomentent plus de coups d'État de manière directe. Ils se contentent de créer de l'instabilité. Alors, lorsque vous entendez parler d'instabilité dans un pays africain, posez-vous cette question. Que se passe-t-il réellement? Parce que ce qu'ils vous disent n'est souvent qu'un écran de fumée. Les véritables enjeux sont cachés, soigneusement dissimulés. C'est une honte, car derrière ces conflits, il y a des intérêts bien définis. Le véritable défi pour l'Afrique est de discerner les vérités des manipulations et de ne pas se laisser utiliser comme un instrument d'autodestruction. Il est crucial de regarder au-delà de ce qu'on vous montre, de poser les bonnes questions et d'exiger des réponses claires. Car c'est ainsi que nous pourrons briser les chaînes invisibles qui nous retiennent. Les dirigeants africains sont corrompus. J'adore ce mot à la mode. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit. Nous devons redéfinir certains de ces termes pour eux. Voulez-vous vraiment savoir ce qu'est la corruption? J'aime réfléchir à cela et je vais parler des femmes noires ici. Comment se fait-il que mon peuple fasse cela? Lorsqu'une personne porte une mallette contenant 50 milliards de dollars, soit ce qu'on dit être le montant qui sort d'Afrique chaque année à cause de la corruption. Et au fait, on ne vous dit que 50 milliards sortent d'Afrique, mais on ne vous dit pas où ils vont. La corruption est un sport d'équipe. Nous voulons tous les joueurs autour de la table. D'accord, bien. On vous donne 60 milliards qui sortent d'Afrique. Et puis, il y a une autre mallette avec 500 milliards. Lequel devrions-nous attaquer en premier? Ils veulent qu'on perde du temps. Je ne dis pas qu'on ne doit pas parler de la corruption venant d'Afrique. Ne vous méprenez pas. Oui, nous devons parler des voleurs qui emportent ces 50 milliards. Mais n'oublions pas que c'est 500 milliards qu'ils emportent également. Et une fois que la justice aura investi ces 500 milliards, nous regarderons 3 fois plus de fonds sortir d'Afrique. Maintenant, voyez-vous comment les 50 milliards deviennent rapidement le plus grand crime sous la table et qu'ils sont occupés à vous montrer du doigt. Où vous voyez votre frère, il a un crime plus grand sous la table. Moi, je dis non, je veux être à la table. Ne me laissez pas coincer dans l'esprit sous la table quand les vrais problèmes sont sur la table. Nous ne sommes même pas à la table. Mes frères et sœurs, abordons les véritables problèmes qui comptent. Ainsi, pour notre Afrique, nous devons réaliser qu'il est temps de refuser de nous battre pour savoir quel frère a la plus grosse part sous la table. Nous devons nous asseoir à la table. Et la seule façon de parvenir à cela est de comprendre nos circonstances, de comprendre comment nous en sommes arrivés là, et de voir la vision 2025 pour l'Afrique. Nous sommes les Africains magnifiques, intelligents, sophistiqués, hautement adaptables et totalement indestructibles, capables de faire ce qu'il faut pour sortir notre Afrique des abîmes où elle a été laissée par la conférence de Berlin, du chemin de perdant sur lequel elle a été placée par cette même conférence, pour l'amener à un niveau où nous pourrons réellement examiner nos problèmes et les aborder en tant qu'Africains. Pour l'Afrique. Donc, tout n'est pas perdu. En conclusion, frères et sœurs, venons à la table des négociations avec humilité. À ceux qui se présentent avec arrogance, je dis, descendez de votre piédestal. Et pour nous tous, je dis également, nous valons autant que quiconque.